Si je vous disais que des épisodes de Bob l'éponge, South Park, le laboratoire de Dexter, les Super Nanas et Peppa Pig avaient été retirés ou carrément bannis de certains programmes de diffusion pour des raisons assez controversées, vous me croirez? Pourtant, c'est bien le cas. Entre islamophobie, voyeurisme, vulgarité excessive, voilà ce que cachaient en réalité ces dessins animés de notre enfance. Des dessins animés qui ont réussi à conquérir le cœur des enfants du monde entier, dont vous et moi. Alors préparons-nous pour faire un petit saut dans le temps nostalgique, afin de découvrir l'envers du décor de nos cartoons préférés. Cet épisode commence sur une dispute entre Kyle et Cartman qui dérive rapidement sur des blagues limites alors qu'ils sont dans une chocolaterie lors d'un voyage scolaire et après avoir craché sur l'énième personnalité publique qui est cette fois-ci Tom Cruise, une tradition culte de la série, Butters avait vu l'acteur déguisé en emballeur puis avait ramené tout le groupe pour lui demander pourquoi il faisait ce job. Tom, en colère contre ses soi-disant fausses accusations, promet qu'il va poursuivre tout South Park en justice. Assoiffé de vengeance, la star d'Hollywood appelle alors tous ses autres collègues qui ont déjà eu des problèmes par le passé avec eux, dans le but de l'aider à préparer sa revanche. Pour revenir à Stan, alors qu'il était à l'école, il se fait vite convoquer chez le bureau du principal, qui lui passe un sale quart d'heure. Pourquoi, vous me direz? Parce qu'il lui apprend qu'ils ont reçu une plainte collective venant de Tom Cruise et ses collègues, qui les poursuivent en justice pour toutes les dingueries qu'ils leur ont faites. S'ils gagnent le procès, la ville sera obligée de fermer. Alors, dans un ultime espoir de la sauver, Stan tente d'obtenir le pardon de Tom Cruise. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu, car au contraire, il n'a fait qu'aggraver la situation. C'est pourquoi l'acteur ne sera pas prêt de leur pardonner, à moins que... il ramène le prophète de la religion musulmane, Mahomet, pour qu'il le rencontre. Qu'est-ce qu'il peut avoir de plus limite que ça? Des blagues sur les juifs? Et quand je dis ça, c'est pas une blague. La réponse est que c'est la religion des musulmans qui va être taclée cette fois-ci, parce que Stan et son père commencent à dire que ça ne sera pas possible, puisqu'à chaque fois qu'il apparaît, des attaques terroristes ne tardent pas à apparaître. Des stéréotypes qui ne volent pas très haut, je vous l'accorde, qui vont porter préjudice aux créateurs de la série après cet épisode. Mais Tom Cruise, en leur faisant cette demande inhabituelle, avait un plan: capturer Mahomet pour pouvoir enfin le ridiculiser aux yeux du monde. Une demande que Stan et Kyle vont essayer d'exaucer, en tentant de faire apparaître Mohamed grâce au coup de main des Super Best Friends, un groupe composé de prophètes d'autres religions comme Jésus. On pourrait penser qu'ils ont un esprit d'entraide entre paroles de Dieu. En fait non, car ils ont refusé d'aider notre groupe. La raison est la même pour laquelle Stan et les autres ont peur de l'invoquer: l'apparition de terroristes. Les membres de South Park proposent alors plusieurs alternatives, sauf qu'elles se font toutes rejeter à cause de la même chose: le prophète ne doit absolument pas être vu. C'est pourquoi les Super Best Friends leur offrent une possible solution à la place: faire apparaître Mahomet sous une forme cachée pour être entendu. Comme ça, il ne pourra pas être vu. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que Tom Cruise voulait ridiculiser Mahomet? J'ai pas dit comment il le ferait. Il veut le faire en lui volant ses pouvoirs, grâce à une machine, avec qui il pourra transférer leur essence, appelée glu, en lui, et ainsi ne plus jamais être ridiculisé. Par contre, pour que la star d'Hollywood concrétise son plan, il faut déjà qu'elle voie Mahomet. Pour ça, South Park a trouvé une solution: le mettre dans un costume d'ours, pour ensuite l'emmener dans la voiture où les célébrités l'attendent. Sauf que... oui, ça a fini par arriver. Un groupe terroriste les a attaqués afin de sauver leur prophète de l'humiliation. Déguiser une personnalité religieuse? Ouais. La série nous avait déjà habitués à des dingueries, mais là ils ont placé la barre très haute. Peut-être que c'est un rapport justement avec le bannissement de cet épisode? Revenons à notre histoire pour le savoir. Comme je disais, les terroristes, après avoir fait exploser la voiture, menacent alors tout South Park de leur livrer le prophète. Et s'ils refusent de le faire, ce sera eux cette fois-ci qui seront exposés. L'épisode quant à lui se change rapidement en Transformers, parce que les célébrités accompagnées de Tom Cruise font appel à un mecha qu'on ne sait même pas d'où il est sorti. Il était caché depuis des années dans le South Park. Leur objectif avec le robot est simple: mettre définitivement la main sur Mahomet, même si pour ça il faut détruire toute la ville. Et c'est comme ça qu'il finit, avec un cliffhanger 2 sur le point de tout faire péter. Bon, je pense que vous avez compris d'où vient le problème. C'est de ces blagues très limites envers le prophète, qui est une figure sacrée dans sa religion, qui ont été perçues comme une grosse insulte envers l'islam et l'intégralité de ses pratiquants. Un blasphème en gros. Même l'épisode qui est venu après celui-là, le 201, a essayé tant bien que mal de réparer les dégâts, en masquant au maximum l'apparition du prophète et en censurant toute mention qui fait allusion à lui. Spoiler, ça n'a pas suffi, car seulement quelques heures après sa diffusion, les créateurs de la série ont reçu des critiques, des insultes et des menaces de mort, combinées au fait que les épisodes ont été rapidement retirés de la diffusion pour finalement être bannis dans sa version non censurée.
une crise de la quarantaine. Voilà comment débute le crustacé d'âge mûr, avec Monsieur Krabs qui remarque que l'âge le rattrape plus vite que prévu. Et sa crise va vraiment partir trop loin. Pourquoi? Parce qu'elle va jouer un rôle très important sur l'interdiction de cet épisode. Mais le souci, c'est sa fille, Pearl, confirme ses soupçons en lui disant qu'il est effectivement vieux. Ou aussi, quand il est en train de se promener en plein air, lorsque des signes se manifestent, prouvant son inquiétude, comme le fait qu'il a de plus en plus de mal à marcher et qu'il a des parties de son corps qui se détachent. Mais au crabe croustillant, les clients n'hésitent pas à lui faire la remarque qu'il est tout vieux et sec, ce qui le déprime encore plus. Jusqu'au moment où une idée lui vient en tête, en entendant discrètement une discussion entre Bob et Patrick, qui étaient tout excités pour une soirée entre jeunes, et qui dit soirée, dit l'occasion parfaite pour Monsieur Krabs de prouver qu'il a encore du sang frais. Eh bien, il saisit l'occasion en leur demandant s'il peut les accompagner. Et après un petit test qu'il lui donne, qu'il réussit évidemment, ils se donnent tous rendez-vous à une heure précise dans sa maison. Why don't you boys show up at my house at 8 o'clock? I just want to warn you, Mr. Krabs, we're always fashionably late. 8:01 p.m. Une fois le moment venu, notre groupe part faire une première activité qui consiste à regarder leurs reflets tourner dans des machines à laver. Ce qui n'amuse pas du tout Monsieur Krabs, qui en demande plus. Alors, ils partent faire plein d'autres choses, comme par exemple ramasser les déchets, jouer à des jeux de rôle fantastiques, aller chez le dentiste, lire des livres, tout y est passé. En revanche, aucune d'entre elles n'a convaincu Monsieur Krabs. Bob l'éponge, pour lui prouver le contraire, lui dit d'aller avec eux à la salle de jeu Bunny Buns. Sauf que cette dernière sortie n'a fait qu'empirer la situation, parce que, arrivé là-bas, les enfants n'ont fait que de lui poser la même question. Est-ce que tu t'amuses? Une question qui le rend furieux, et le pousse ensuite à accuser Bob l'éponge et Patrick à n'être que des gamins immatures et de l'avoir entraîné dans ces situations malaisantes. En effet, il leur balance toutes ces insultes avant de vouloir partir pour rentrer chez lui. Mais Patrick l'interpelle en lui disant que s'il s'en va, il ratera un certain événement important, le raid de culottes. C'est comme ça qu'ils ont nommé leur opération secrète. Son but est simple, s'infiltrer en pleine nuit dans la maison d'une femme afin de lui voler ses sous-vêtements. Attendez, de la promotion de braquage de culottes dans un cartoon, y a vraiment personne qui voit un problème? Monsieur Krabs, à votre avis, il accepte de les rejoindre ou pas? La réponse, c'est que comme tout homme qui se respecte, You're talking about girls, right? Yeah. Well, count me in. donc une fois que notre groupe a ce plan en tête, ils décident de chercher une cible. Puis une fois qu'ils trouvent la bonne maison, ils entrent rapidement à l'intérieur pour commencer à la fouiller entièrement, afin de trouver la récompense qu'ils étaient venus chercher, qui pour rappel sont des culottes. Par contre, elles sont à qui? Parce qu'on ne sait pas à quelle personne appartient cette maison. Et ça, on va l'apprendre très vite, puisque nos amis sont pris en flagrant délit par la mère de Monsieur Krabs. Oui, vous avez bien entendu. Une information que Bob n'avait pas estimé nécessaire de lui donner, qu'il regrette très vite, car sa mère, pour le punir de cet acte, décide de l'enfermer dans sa chambre le restant de la nuit. Puis l'épisode se termine par Bob qui présente ses excuses à Monsieur Krabs pour ce qu'il lui a fait, mais il le remercie, car finalement, grâce à lui, son souhait de se sentir plus jeune s'est réalisé, passant du temps avec son ancienne chambre d'enfant. Du braquage de sous-vêtements de femmes dans un dessin animé pour enfants. Ouais, ça ne passe pas trop. Sauf que bizarrement, malgré la première fois que cet épisode a été diffusé en 2003, il n'y a eu aucune sanction. En effet, c'est seulement des années après qu'il a été beaucoup critiqué. Comme quoi que c'était pas adapté pour un public jeune, parce qu'il faisait littéralement la promotion du voyeurisme dans sa dernière scène, ce qui pouvait influencer les enfants d'une mauvaise manière. Mais finalement, à cause des polémiques qui l'entourent, cela a conduit à ce qu'il soit petit à petit retiré des chaînes où il passait, comme par exemple Nickelodeon. En tout cas, c'est ce qu'avait confirmé un des représentants du programme dans un article publié par IGN. Alors que Peppa joue avec son petit frère George au jeu de la poupée, elle le gronde car il ne respecte pas les règles du jeu, sauf qu'il continue de le faire en refusant d'écouter. Pour le raisonner, elle décide de lui confier une tâche, qui est de l'aider à préparer le goûter en remplissant la théière d'eau. Mais une fois arrivé au lavabo, il est surpris par une araignée, Monsieur Skinny Legs. avec lequel il va se lier d'amitié. Elles ne sont pas si dangereuses ces araignées. Eh bien non, c'est le cas, car à la diffusion de l'épisode, elle va contrarier un certain continent. Mais bon, George lui n'a pas peur d'elle, car leur amitié est allée tellement vite qu'il l'a même emmené jouer avec lui, en le mettant dans le lit de la maison des poupées. Par contre, quand Peppa est arrivée, visiblement, elle a une peur folle de ces bestioles, puisqu'elle appelle son père pour qu'il s'en débarrasse. Sauf que même lui aura tellement la frousse d'elle, plus précisément de sa taille, qu'il va appeler la mère pour qu'elle règle le problème à sa place. En attendant son arrivée, Peppa Pig essaye de vaincre sa phobie en parlant à Monsieur Skinny Legs, et finira par y arriver. Puis va appeler toute sa famille pour qu'ils fassent tous le goûter en sa compagnie, concluant ainsi l'épisode.
À première vue, on pourrait se dire qu'il n'y a rien de choquant, mais il existe bel et bien un problème qui a particulièrement contrarié les parents des enfants du plus petit continent du monde, l'Australie. Parce qu'ils avaient mis une pression pour qu'ils soient interdits de diffusion dans leur télévision. Pourquoi ça? Car ils n'incitaient pas les enfants à s'abonner à ma chaîne. Donc abonne-toi si tu ne veux pas être comme eux et rater au passage plein de nouvelles vidéos qui te plongent dans les dessins animés de ton enfance. Plus sérieusement, son problème, c'est qu'il simplifie à quel point les araignées peuvent être dangereuses, avec des propos qui traitaient Monsieur Skinny Legs comme étant inoffensif, alors que c'est totalement faux. Juste pour vous donner une ordre d'idée, les morsures de ces bestioles ont conduit plus de 12 000 personnes à être hospitalisées en Australie, rien qu'en 2000 et 2013. Donc c'était totalement compréhensible de leur part. Cet épisode commence par Dexter en train de concocter une invention scientifique quand sa sœur Didi fait irruption dans son laboratoire pour bien le déranger. Comme tous les épisodes du dessin animé en soi, sauf que cette fois-ci, elle va aller jusqu'à lui brûler les cheveux, ce qui va bien l'énerver. Surtout qu'il était en train de finaliser son nouveau bijou. Un bijou qu'il va lui présenter, le système de démangeaison, une machine capable de séparer les comportements grossiers des gens. Et c'est là qu'une dispute éclate entre les deux, afin de savoir qui est le plus vulgaire. Mais elle va rapidement vriller, puisque Didi va pousser exprès son frère contre la machine pour se venger, ce qui va l'activer. Une bagarre va alors démarrer dans une des capsules du système. Par contre, je vous rappelle qu'elle était encore allumée à ce moment-là. Résultat... Root removal procedure beginning now. Root removal procedure completed. Bravo, Dexter! Your root removal system is a smashing success! Dexter et Didi se retrouvent totalement purifiés de leur impolitesse. Le système de démangeaison a créé des versions maléfiques d'eux, qui ne font que dire des vulgarités. Alors les frères et sœurs purifiés de leur impolitesse, lorsqu'ils les voient, décident de se présenter. Bémol. Ils se font insulter par leur version grossière, ce qui était prévisible. En effet, elle décide même de les remplacer quand leur mère les appelle pour prendre le déjeuner. Elle va vite regretter les avoir invités, car à table, ils vont faire que de se chamailler, ce qui va même presque la faire trébucher quand elle voudra poser le goûter. Sauf que par après, elle va prendre encore plus cher. Pourquoi ça? Eh bien parce que le Dexter grossier va lui dire littéralement que le repas qu'elle a soigneusement préparé a un goût de merde, avant de lui cracher au visage. Des enfants qui agressent leurs parents, je pense pas que ça a pu passer incognito du côté de son diffuseur. Bref, la mère, suite à ça, tellement choquée, va s'évanouir. Ce qui va laisser le champ libre aux versions impolies de foutre le désordre dans la cuisine pour trouver une tarte. Mais quelques minutes plus tard, la mère va se réveiller et gronder son fils de ne pas la manger. Alors, le même scénario va se répéter. Insulte puis évanouissement. Sans suite, une querelle entre les versions méchantes va commencer à éclater et il commence à se jeter de la nourriture dessus. Par contre, cette fois-ci, quand la maman reprend ses esprits, elle va devenir furieuse en leur criant de tout remettre en ordre avant d'aller dans leur chambre. Mais pourquoi que maintenant? Car elle a vu la pagaille qu'ils avaient créée. En revanche, Dexter ainsi que Didi impoli vont pas être trop de cet avis en lui disant qu'ils vont prendre congé. Et au moment de partir à l'étage de la maison, ils tombent nez à nez sur leur version gentille qui se dirigeait vers la cuisine. Mais ça ne se passera pas bien de leur côté, puisque leur maman, les prenant pour l'autre Dexter et Didi, leur passe un sale savon. En effet, elle va leur ordonner de nettoyer toute la cuisine. Des déchets que leur homologue avait laissés derrière eux. Sauf qu'au même moment, des bruits étranges venant du sous-sol commencent à s'entendre. Alors, pour vérifier ce qui se passe, les Dexter et Didi polis descendent au laboratoire. Sauf que dès qu'ils ont mis le premier pas, ils ont vite constaté qu'est-ce qui clochait. À votre avis, c'est quoi? Encore une fois, ce sont les versions grossières qui ont frappé. On commence à détruire tout ce qui s'y trouve. Ce qui ne plaît pas à Dexter, qui les supplie d'arrêter. Mais ça ne suffit pas. Pour stopper les bêtises de leur homologue, qui commence à leur tirer dessus, nos deux frères et sœurs préparent un plan pour les piéger, en les enfermant dans le système de démangeaison, dans un seul but, inverser son processus pour qu'ils retrouvent leur état normaux, en se débarrassant au passage de leur version impolie. Un plan qui va marcher. Tout juste sorti de la machine, Dexter et Didi commencent à se chamailler une nouvelle fois, pour les mêmes raisons qu'au début. Et ils vont poursuivre cette dispute jusqu'à la maison, où ils devront faire face à leur mère, impatiente de leur faire passer un sale quart d'heure, concluant l'épisode sur Dexter lâchant sa meilleure insulte. Oh, shit. Des crachats sur le visage d'un parent, des insultes limite, tout ça combiné au fait que le laboratoire de Dexter passait sur la chaîne de Cartoon Network, une chaîne faite pour les enfants. On comprend vite le pourquoi du comment qui a fait que cet épisode, initialement prévu pour être intégré dans sa saison 2, n'a jamais vu le jour. Il a été vite rejeté par Cartoon Network. Bien que les insultes de personnages étaient censurées par des bibs humoristiques, eh bien il n'est jamais sorti. Comment ça il n'est jamais sorti? Pourtant, ce sont bel et bien ces extraits que je vous monte à l'écran depuis le début, car il avait réussi à être diffusé dans certains festivals d'animation avant qu'une chaîne nommée Adult Swim obtienne sa copie et le diffuse sur internet en 2013.
Cet épisode, à la manière de tous ceux des Super Nanas, commence par une attaque de méchants dans Townsville. Mais cette fois-ci, ils sont beaucoup trop nombreux, et malgré tous les efforts des filles pour les repousser, elles n'y parviennent pas. Épuisées par la bataille qu'elles mènent contre eux, elles prient alors pour savoir si une paix peut exister entre les deux camps. Sauf qu'à ce moment-là, leur souhait semble s'exaucer, car une rose qui éclot, juste après qu'une goutte lui est tombée dessus, fait sortir un lupin nommé Gnomi. Gnomi réconforte les Super Nanas en leur disant qu'il peut les aider en échange d'une chose. Laquelle alors? Eh bien, qu'elle lui donne leur super pouvoir. Réticente au début, beaucoup trop beau pour être vrai, elles finissent quand même par accepter le marché. Le gnome, pour respecter sa part du marché, lance un sort surpuissant sur les méchants et parvient à les vaincre en les électrocutant gravement. La paix peut enfin régner sur Townsville. Pas tant que ça en fait, car les habitants vont tellement lui être reconnaissants qu'ils vont commencer à le vénérer comme une secte. En revanche, une personne, elle, est restée sceptique sur ce contrat, le professeur. Il met alors en garde les Super Nanas que le gnome a un plan derrière la tête, car il a privé la ville de sa liberté. Sa prédiction se confirme, car les filles retrouvent étrangement leur super pouvoir à ce moment-là, ce qui signifie donc que le Gnomi a rompu sa promesse, donc qu'il compte nuire à la sécurité de Townsville. Décidé à arrêter tout ça, le trio se rend jusqu'à son repère pour le combattre, un combat qu'elle pensait gagner, sauf que non, puisque le gnome maléfique, dans un dernier élan, leur lance une attaque surpuissante, les clouant au sol, mais elles parviennent miraculeusement à se relever avec leur dernière force, afin de le vaincre définitivement grâce à une ultime riposte. Gnomi tombe alors du haut de sa rose, plein de regrets. Et c'est comme ça que l'épisode se termine, avec les Super Nanas qui se rendent à l'évidence qu'il n'existe pas de bien ou de mal, mais qu'il faut savoir faire la part entre les deux pour bien faire marcher le monde. Une fin d'épisode avec une morale qu'on a l'habitude de voir maintenant. Donc où est le problème? Qu'est-ce qui fait qu'il soit interdit? Eh bien je vous dirais que l'histoire en elle-même n'avait pas dérangé Cartoon Network au moment de sa sortie, parce que oui, il avait été diffusé une première fois au Royaume-Uni et en 2003 au Canada, mais interdit d'être présenté sur les télés américaines ainsi que dans plusieurs autres pays en raison d'une chose, certaines de ces images. En effet, le créateur de la série avait révélé que la chaîne l'avait banni parce que certaines poutres métalliques dépassant des bâtiments détruits ressemblaient un peu trop à des crucifixes. En revanche, ce n'était pas ça le seul souci, puisqu'il a ajouté qu'un des personnages ressemblait un peu trop à Jésus. Cartoon Network avait choisi de jouer la carte de la prudence en le retirant. Finalement, à travers ces épisodes qu'on a vus et les raisons qui ont fait qu'ils ont été bannis, on peut se rendre compte que malgré tout, les bonnes choses, les bons moments que ces dessins animés nous ont fait passer, ils peuvent avoir quand même un côté caché, une face controversée, mais qui fait partie intégrante de chacune de leurs histoires, mais qui ne pourront jamais nous les faire oublier, grâce à tous les nombreux moments de joie, de rire et même de pleurs passés en les regardant quand on était encore petit.